Face à Face. Et c'est un vaste sujet. Peut-on parler d'une guerre cognitive menée contre les peuples? C'est la question que se pose Stanislas Berton, essayiste et auteur de L'Homme et la Cité, volume 2. Volume 2 qu'on peut lire évidemment sans avoir lu le volume 1. Bonjour Stanislas Berton. Bonjour. Alors Stanislas Berton, vous avez déjà reçu pour la France retrouvée, pour Lettre à votre sœur, et surtout pour le premier volume de L'Homme et la Cité. Je précise, comme disait Augustin Moriot, qu'effectivement, ce n'est pas un roman feuilleton, donc on peut lire le 2 sans avoir lu le 1. C'est un recueil d'essais que vous publiez sur votre site, et c'est les essais publiés en 2021, c'est bien ça? Oui, 2020 et 2021. Voilà, 2020 et 2021. Et vous parlez de beaucoup de choses, et ce qui est intéressant, c'est que vous sortez les passages cloutés, vous faites ce que j'appelle le pas de côté. Le pas mental, le pas intellectuel, le pas de côté, c'est très important pour parler des mondialistes, des psychopathes, pour parler du Covid, des théories du complot, de la guerre de l'information, du privilège blanc, et puis vous finissez par la guerre spirituelle, on va en parler. Mais je voudrais peut-être prendre un ou deux exemples pour voir comment, et pour nous expliquer un peu comment vous faites ce pas de côté. Par exemple, la théorie du complot. Vous savez, dès qu'on le sait, et depuis 2 ans, mais c'est pas nouveau, on l'a su depuis le 11 septembre et depuis des siècles, dès qu'on sortait un peu d'une certaine doxa, justement, de certaines idées, vous étiez immanquablement complotiste. Comment ça se passe, ce mécanisme des comploteurs qui fondent le complotisme ? Oui, alors ça participe à ce que j'appelle notamment la guerre cognitive. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut maintenir toujours les peuples, ou tous ceux qui ont question à tout, justement, dans cette espèce de nasse intellectuelle. Et je rappelle, on a trouvé ça récemment, c'est un document assez passionnant, que la genèse du mot théorie du complot apparaît quand même dans un mémo de la CIA qui date de 1967, pour dire tous ceux qui se posent des questions sur l'assassinat de Kennedy, donc sur la version officielle, eh bien, ces gens-là, on doit les accuser d'être des complotistes pour discréditer toute question légitime. Tous ceux qui mettent en question la théorie officielle sur l'assassinat de Kennedy. Voilà, et ça date. Donc, on peut trouver le document. Je l'ai posté sur mon compte Twitter. Il a été relayé. Donc, c'est un mémo officiel. De 67. De 67, je crois. Ouais, de tête. Donc, c'est une stratégie, en fait. C'est-à-dire que c'est un outil qu'on utilise pour discréditer, pour jeter l'opprobre et pour justement circuler. Il n'y a rien à voir. C'est ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, en fait, vous êtes un complotiste, au mieux, évidemment, un hitlérien de droite au pire, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est la version. En fait, ceux qui veulent maintenir les peuples dans l'ignorance ont compris que l'ancienne injonction fasciste, antisémite, extrémiste ne faisait plus recette. C'est un épouvantail qui ne faisait plus peur à personne. Donc, il fallait trouver autre chose. Et maintenant, c'est complotiste. D'accord. Et alors, c'est un outil. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complotistes, qu'il n'y a pas de gens qui délirent, mais ça veut dire simplement qu'effectivement, il faut empêcher les gens de se poser des questions. C'est sûrement ça. Oui, c'est ça. Il faut discréditer. Et c'est même quand on commence à travailler, à analyser un petit peu cette technique, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a même des fausses théories du complot qui sont créées par les vrais comploteurs ouais, pour discréditer les théories du complot, entre guillemets, pour mettre tout dans le même sac. Vous avez un exemple de cela? Je dirais, il y a un peu, par exemple, quand on parle des reptiliens ou de la Terre plate ou des choses comme ça, ça permet de mettre un peu tout dans le même sac. Ouais, c'est-à-dire tous les gens qui ont des théories un peu autres, en fait, sont des fous furieux. Voilà. Vous voulez dire, on met sur le même plan les adorateurs de l'Union que des gens qui se posent les questions sur, par exemple, est-ce que le virus aurait fuité dans un laboratoire à Wuhan? Voilà, exactement. On met ça sur le même plan. Exactement. Et tout le monde est complotiste. Et du coup, c'est un peu, vous savez, comme les inconnus. Il y a le bon complotiste et le mauvais complotiste, comme il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, quoi. D'accord. Et alors justement, ça fait partie, je voudrais qu'on parle un peu de ça, notamment, et encore une fois, vraiment, c'est un livre que je recommande vraiment aux auditeurs de Sud Radio. Lisez-le. Comme vous aurez le volume 1 aussi, mais lisez L'Homme et la Cité, parce que, effectivement, ça vous donne des éclairages différents. Et alors, ça fait partie, ça, de la guerre de l'information? Oui, je l'ai écrit d'ailleurs dans l'avant-propos. Moi, l'objectif que j'ai avec ce livre, c'est justement de faire sortir du piège cognitif, comme vous l'avez dit très justement, de donner des pistes de réflexion aux lecteurs, et puis de faire ce que j'appelle cette guérilla informationnelle, puisqu'on est face à des gens qui utilisent notamment les grands médias et puis je dirais le pouvoir médiatique à leur disposition pour faire passer certaines choses. Il faut faire une guérilla informationnelle pour réinformer
réinformer dans l'autre sens. C'est un peu ce que vous faites aussi dans cette émission. C'est une guerre mondiale ? Oui, absolument. Oui, c'est une guerre mondiale. Oui, c'est une guerre mondiale. Et moi, je considère même que c'est la 3e guerre mondiale. Et comme le dit James Gordiano, qui était un spécialiste de la question, qui enseignait à West Point, il disait le cerveau humain sera le champ de bataille du 21e siècle. Et donc, on y est. Et donc, c'est une guerre pour le contrôle de votre cerveau, donc qui passe par énormément de vecteurs. Et bien sûr, l'information est un vecteur absolument crucial. Oui. Et c'est quoi ? C'est une espèce de tentation totalitaire soft, comme on dit. Il n'y a pas la police qui va frapper à votre porte à 6h du matin, il n'y aura pas, enfin j'espère qu'il n'y aura jamais de camp de rééducation et autres, mais quand même, c'est une stratégie de dire, voilà, c'est la persuasion, c'est la fabrique du consentement. Oui, alors il y a 2 choses. Alors quand vous dites quand même, on vient pas toquer à votre porte, il faut quand même rappeler que ce qui s'est passé avec le Covid, dans des pays comme l'Australie, on n'en est pas loin quand même, de venir vous chercher chez vous, de vous envoyer dans des camps, etc. Bon. C'est vrai qu'en Australie, c'est allé... Donc il faut quand même le rappeler. Et surtout, en fait, quand je dis que la guerre a changé de nature, c'est qu'aujourd'hui, c'est une guerre, non pas d'invasion, comme autrefois, c'est-à-dire où il y avait des soldats qui venaient avec leurs uniformes, etc. C'est une guerre qui est fondée sur l'infiltration. C'est-à-dire qu'on subvertit de l'intérieur les institutions, que ça soit l'université, les médias, la justice. On a vu, par exemple, la subversion des institutions, par exemple, européennes par George Soros. Il y a eu des enquêtes formidables qui ont été publiées cette année par le CLJ, par exemple, qui a été repris notamment dans Valeurs Actuelles. Donc il y a vraiment tous ces mécanismes-là qui commencent à être connus, qui commencent à être mis en avant. Et donc on est vraiment dans une guerre mondiale et une guerre de l'infiltration. C'est ça. Et simplement, on a l'impression quand même, Stanislas Berton, que depuis quelque temps, les gens se réveillent un peu. Il y a quand même des prises de conscience. Oui, il y a une prise de conscience et qui est liée à l'énormité quand même de ce qui se passe. Quand même, il y a une dissonance de plus en plus importante entre ce que nous disent les médias ou ce que disent le discours officiel et même avant le Covid. C'était la même chose sur les problèmes liés à l'immigration, grand remplacement, etc. Alors, on voit quand même les gens commencent à prendre conscience de ce qui se passe. Et je dirais, il y a un espèce de judo, en fait. Moi, j'aime bien cette idée du judo, parce que, comme on dit, ils voulaient faire le grand reset, mais ce qu'ils vont peut-être avoir, c'est le grand réveil. Ouais, c'est ça. Le grand reset de Klaus Schwab. Exactement. De Davos, effectivement. Alors, justement, vous abordez un certain nombre de choses. Alors, il y a quand même, je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu sur les psychopathes ou les sociopathes. Et vous dites, attention, et alors vous avez cette théorie, est-ce que c'est une théorie du complot ou pas, de cette minorité? Il y a une minorité de gens, vous parlez d'une étude que je ne connaissais pas, qui est en tout cas tout à fait intéressante, qui sont un peu, eux, en dehors des passages shootés, et qui sont des sociopathes, c'est-à-dire que vous dites que le sens du bien et du mal ou de la morale n'existe pas pour eux. Oui, tout à fait. Alors, je fais référence à un article qui s'appelle de la pathocratie. La pathocratie. Qui s'appuie sur une discipline qui s'appelle la ponérologie, qui était faite par des psychiatres polonais sous l'occupation soviétique. On commençait à travailler en fait sur quel est le mal d'un point de vue cognitif ou d'un point de vue politique. Et donc, ils sont arrivés à la conclusion qu'on était dans un registre de la pathocratie. Et qu'est-ce que c'est que la pathocratie? C'est quand le gouvernement d'un État ou d'une institution est contrôlé par des psychopathes, mais des psychopathes au sens clinique du terme. C'est-à-dire pas la version hollywoodienne de la chose, vraiment des gens qui ont des troubles de la personnalité. Et donc, je le détaille dans l'essai, c'est vraiment toute une dynamique, en fait, ce qu'on appelle la ponérogénèse. Et c'est comment on se retrouve à être par des gens qui prennent les leviers du pouvoir en main, et en fait leur trouble de la personnalité se retrouve à influer la société dans son ensemble. D'accord. Mais est-ce que c'est une théorie très, à votre avis, très sérieuse, très légitime, très solide? Oui, alors j'ai travaillé un petit peu là-dessus, sur ces sujets-là. Il y a des choses très intéressantes. Il y a un livre que je cite dans la bibliographie qui est les troubles psy expliqués par la théorie de l'évolution. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on travaille sur ça, on se rend compte qu'en fait, d'un point de vue évolutif, la psychopathie offre certains avantages. C'est ça qui est terrifiant. C'est que quand vous êtes un psychopathe, vous n'avez pas de remords, vous êtes mentir vous pose aucun problème. Et ce que disent les spécialistes, les psychiatres qui travaillent là-dessus, c'est que c'est des qualités, entre guillemets, qui sont parfaites pour s'imposer dans la hiérarchie sociale. Et je ne citerai personne qui disait « je revendique absolument de mentir pour protéger le président », disait une certaine porte-parole. Je ne dirais pas qu'elle est psychopathe, pas du tout, mais je veux dire, il y a un problème, effectivement, qui est posé. Vous parlez, on continue à parler de l'homme et de la cité avec Stanislas Berton. À tout de suite. Stanislas Berton, et c'est L'homme et la cité au temps retrouvé, un livre vraiment à lire.
et à prendre le temps de non seulement de le lire, mais de le méditer, parce que beaucoup de choses sont très intéressantes, on peut le contester, mais justement, Berton fait d'abord l'effort, que je l'ai dit déjà, de prendre d'autres angles par rapport à ce qui se dit, et je voudrais qu'on parle de ce point de vue, par exemple, le privilège blanc, c'est le suprématisme, etc. On est en pleine woke, en plein cancel culture, etc., etc. On en a beaucoup parlé ici et ailleurs. Votre interprétation de cet extraordinaire retournement des choses qui va jusqu'à déboulonner les statues et qui va jusqu'à empêcher l'auteur de Harry Potter de participer au 20e anniversaire de sa propre œuvre. Oui, ça participe de cette guerre cognitive, de cette guerre hors limite. Vraiment, pour moi, c'est l'angle approprié pour aborder toutes ces questions. Et en fait, je parle dans le livre notamment du modèle de subversion de Yuri Bezmenov, qui était un transfuge du KGB, qui explique, qui donne le mode d'emploi, en fait, le manuel. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, en quelques mots, c'est vous commencez par normalisation, déstabilisation, crise et normalisation. Et la normalisation, c'est en fait le stade où les valeurs, là en l'occurrence, les valeurs de la cancel culture se sont imposées en fait dans la société. Et l'objectif, c'est tout simplement de décrédibiliser, de démoraliser. Et en fait, là encore, c'est cette idée d'infiltration et de destruction de l'intérieur. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe avec le privilège blanc ? En fait, c'est quand on voit comment ça c'est venu chez nous, c'est la méthode en fait presque bolchevique, c'est-à-dire c'est des gens qui sont formés dans des universités américaines, qui reviennent. En fait, il y a déjà un foyer aux États-Unis, il y a souvent un ou plusieurs universitaires qui sont la cellule de base, et puis ils forment des militants, donc qui viennent par exemple de France, d'Allemagne, qui vont se former, qui reviennent et qui importent dans le pays et qui créent une cellule. Et après, la cellule continue à se développer dans d'autres universités. Et puis c'est comme des métastases qui se mettent un peu partout. Et en fait, l'objectif, c'est on change la société de l'intérieur. Et à un moment, vous verrez qu'il faudra s'excuser d'être français en France, d'avoir des ancêtres qui étaient... Vous avez vu ce qui arrive à Fabien Roussel. Oui, exactement. Français, mais ça, j'aime la viande, le fromage et le vin. Oui. Salaud, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça me surprend pas, parce que vous savez, c'est la révolution dévore toujours ses enfants. Donc ça, c'est le coup classique. Et c'est moi, je trouve ce qui est terrible, c'est que c'est tous ceux qui sont ce qu'on appelle des idiots utiles, c'est-à-dire qui ne sont pas ces militants avec ce projet, mais qui sont des compagnons de route, finissent toujours par être les premiers à se faire dévorer. Ça, c'est historique. On l'a vu en Iran avec le Parti communiste. Exactement. Comment il a été phagocyté par les ayatollahs, effectivement. Et donc, oui, vous dites, oui, mais alors, c'est quoi ? C'est pour imposer une autre société, pour imposer un autre monde, un autre ordre mondial, c'est quoi ? Oui, c'est ça. C'est en fait, alors c'est le projet. Alors, il n'y a pas que lui, mais il y a notamment George Soros qui nous parle de société ouverte. Alors toujours ce mot positif, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la destruction des peuples, des nations, des identités. Ces gens-là font la guerre aux nations, font la guerre aux peuples historiques, font la guerre aux identités. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que c'est un tout cohérent. C'est-à-dire qu'il y a une dimension philosophique qui est abolir en fait tout l'ordre naturel. Ça se met ensuite au niveau religieux, on en reparlera sûrement après, et ça a des conséquences au niveau politique. Mais ce que j'essaye bien de montrer, c'est que le niveau politique, c'est le dernier niveau. C'est-à-dire que tant qu'on ne s'attaque pas à ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire l'idéologie et la dimension religieuse, en fait, on ne peut pas prendre le problème à la racine. Oui, vous dites que le politique n'est pas la racine, il faut qu'il y ait l'idéologie, le spirituel. Et justement, on va en parler tout de suite, on va en parler, Stanislas Berton. Vous dites qu'il faut que la France retrouve son histoire, la chrétienté en général, le catholicisme en particulier, et que si on ne retrouve pas le Christ et le catholicisme, on ne peut pas s'en sortir. Sauf que là, quand même, une question s'impose. On sait très très bien que l'on s'en réjouisse pour certains ou que l'on déplore pour d'autres comme vous, est-ce que franchement vous allez pouvoir remobiliser une partie importante et une majorité de la population française, pour ne parler que de la France, autour de la religion? Parce que même si effectivement il y a des guerres de religion, une guerre religieuse, est-ce que le problème n'est pas plutôt une guerre de civilisation? Et est-ce qu'en vous bornant à dire catholicisme, alors est-ce que vous n'excluez pas de fait tous ceux qui ne sont pas catholiques, qui diront écoutez, nous on est prêts, on est d'accord sur beaucoup de vos idées, mais vous nous dites que si on ne jouait pas le Christ, on ne peut pas être là.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de base? Je parle même de stratégie, sans parler du reste. Oui, alors non, mais attention, c'est parce que j'explique ça dans le livre, c'est que là, il faut revenir à ces fondamentaux, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une France qui est catholique, mais ou dans laquelle il y a des Français qui ne sont pas catholiques. Je veux dire, la question, c'est quel est le chemin pour sortir du piège dans lequel on est tombé. Et ce que je rappelle dans le livre, c'est que il faut quand même, depuis plus de 200 ans, le catholicisme subit un feu nourri. Il n'y a aucune doctrine qui a été attaquée comme elle a été attaquée. Et moi, je pense que c'est parce que c'est l'antidote. C'est-à-dire que tout ce que les gens déplorent dans la modernité, tout ça, c'est en fait l'antidote. Le catholicisme est l'antidote à ça. Oui, mais alors, écoutez, on aura beau jeu de vous dire, écoutez, c'est bien, mais quand le catholicisme était triomphant, il y avait l'Inquisition, il y avait le journal de Bruno et Galilée. Et oui, on va vous dire, oui, vous dites ça maintenant, ça fait 2 siècles, mais enfin, le catholicisme n'est plus, effectivement, il y a eu la laïcité, il y a la séparation de l'Église et de l'État. Vous n'êtes pas contre la laïcité, quand même, vous n'êtes pas contre, la séparation de l'Église et de l'État, vous, Stanislas Berton. Alors, moi, je suis pour je pense qu'on ne peut pas construire quelque chose de durable sur des mensonges, et je pense que ça, c'est un mensonge, parce que la laïcité, la laïcité est dans le catholicisme, la séparation du temporel et du spirituel. Dieu est Dieu, César est César. Exactement, et ça, en fait, c'est la laïcité qu'on a vendue à la française, c'est une singerie de ça. Et est-ce que vous parliez, par exemple, de l'Inquisition? Alors, il y a un article là-dessus dans le livre sur le Moyen-Âge. Tout ça, ce sont vraiment des mensonges. Et l'histoire de Galilée qu'on ressort à toutes les sauces à chaque fois, Galilée était quand même l'ami du pape. Il a dédié son livre au pape. Et s'il s'est fait condamner, c'est parce qu'il s'est avancé sur des points de théologie, pas pour des questions scientifiques. Et non, mais quand on dit ça, je pense, vous savez, cette phrase magnifique de Joseph de Metz qui disait les fausses opinions sont frappées par des escrocs et ensuite dépensées par des honnêtes gens. Et je pense que c'est vraiment ça que j'essaie de remettre en cause. Oui, mais alors justement, mais vous vous heurtez quand même à des adversaires bien plus importants, notamment le pape. Le pape est absolument pas d'accord, il ne serait absolument pas d'accord, je parle du pape François actuellement, il serait absolument pas d'accord avec beaucoup de vos thèses avancées dans L'Homme et la Cité. Il est pour l'immigration, il est pour la destruction, il est pour le multiculturalisme, etc., etc., etc. Or, il est le représentant de l'Église catholique. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ça? Moi, je partage complètement l'idée de Monseigneur Vigano qui dit que comme il y a un État profond, il y a une Église profonde, une deep church. Et comme il y a un deep state, il y a une deep church. Exactement. Et moi, je pense que Bergoglio représente l'Église profonde, et il y aura vraiment un travail de fond à faire au niveau de l'Église catholique, et on voit même les positions qui ont été prises par l'Église sur les vaccins, sur tout ce qui s'est passé, qui est complètement, pour moi qui suis catholique, c'est complètement délirant, et je pense que ça c'est un vrai problème. Vous me disiez de la difficulté de rechristianiser la France, c'est que le problème commence là, c'est-à-dire que même s'il y a des auditeurs aujourd'hui qui se disent peut-être Stanislas Berton a raison, je vais me renouer avec mes racines chrétiennes, il faut qu'ils trouvent une paroisse et il faut qu'ils trouvent des prêtres qui les amènent sur le bon chemin, entre guillemets. Et ça, c'est un vrai problème. Et pas chez Bergoglio, pas chez le pape François. Voilà, et pas chez Pachamama et la grande église œcuménique qui accueille tout le monde. Donc, vaste programme. Travaux d'Hercule. Oui, c'est vraiment un travail colossal, mais bon, il faut s'y atteler. Et moi, je pense, au-delà, ce que je voudrais bien expliquer, c'est que, en fait, c'est pas une question. Il y a une question de la foi qui est une dimension individuelle, mais il y a toute la dimension justement philosophique. Et quelle est je dirais la direction vers laquelle on veut aller pour essayer de sauver notre pays et sauver notre civilisation. Et je pense que ça, c'est quelque chose vers le christianisme, vers le catholicisme, c'est quelque chose vers lequel on peut aller. Et on peut aller, même si on n'a pas forcément la foi, on peut admettre que la France peut être chrétienne sans avoir soi-même la foi. Oui, mais est-ce que ce n'est pas, encore une fois, et là je parle vraiment de stratégie, mais au sens noble du terme, est-ce que vous ne devriez pas employer plutôt la question de civilisation, quitte à dire civilisation chrétienne, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire par là, est-ce que ce n'est pas profondément un art d'être au monde ? Une manière d'être au monde et un art de vivre au sens, encore une fois, le plus noble du terme, plutôt que de dire... Parce que le retourner vers la chrétienté, pourquoi pas? Et effectivement, si vous prenez la tradition, etc., il n'y a pas d'opposition là-dessus. Simplement, au stade où on est la France, nous sommes en 2022. Est-ce que c'est la meilleure arme, à votre avis, pour remettre l'Église au milieu du village? Oui, absolument. Moi, j'en suis convaincu. Je regrette qu'on ne soit pas assez nombreux à le dire, mais c'est ça, et je dirais, c'est ça aussi l'antidote à la modernité.
modernité, enfin la modernité destructrice. Et justement, quand on a une pensée traditionnelle et qu'on a une pensée chrétienne, on croit au miracle. Moi, je crois au miracle, je crois à l'intervention divine, et je crois que la France s'est détournée de sa vocation, comme disait Jean-Paul II, France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de la promesse de ton baptême ? Et si la France redevient fidèle à la promesse de son baptême, elle va retrouver ce qu'elle a été, et il faut quand même rappeler que les deux piliers qui ont fait la France et qui ont fait même l'Occident, c'est la chrétienté et la monarchie. Mais, alors, vous voulez aussi retourner à la monarchie, vous, personnellement ? Personnellement, moi je pense qu'on ne peut rien construire en s'éloignant des fondamentaux, et je pense qu'on ne peut rien construire sur un mensonge. Il y aurait tout un travail à faire, on ne le fera pas ici, sur la Révolution française, les Lumières, que je fais dans le livre. Écoutez, en tout cas, vous avez la cohérence de vos propos, c'est déjà pas mal, même si je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Et je rappellerai simplement ce mot magnifique de l'écrivain Michel Leiris, modernité, merdonité. Écoutez, conclure sur ça. Je rappellerai que vous êtes en dédicace demain à la librairie française à Paris, près de l'école militaire, donc de 14 à 17h, pour ceux qui veulent compléter cette interview, qui sera évidemment comme toujours disponible sur YouTube, en podcast sur le site sudradio.fr.